Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Hugh. Chronique, le trésor caché derrière l'embûche. S'il y a 10 ans, on m'avait dit qu'un jour je tiendrais le discours que je m'apprête à livrer au sein de cette chronique, je ne l'aurais certainement pas cru. Le regard que je porte aujourd'hui sur ma situation d'enfant d'addict est avant tout l'œuvre du temps. Le temps qui passe et atténue mes blessures, qui me permet de prendre de la hauteur vis-à-vis de mon histoire familiale. Le temps qui passe et engendre l'expérience, source de maturité et de sécurité interne, indispensable pour réaliser ce cheminement au cœur de mon aventure intérieure, à la rencontre de mon moi le plus profond. Ainsi, cette chronique est une invitation audacieuse à envisager ma situation d'enfant d'addict, non plus à travers l'image d'un fardeau, mais d'un cadeau. En effet, j'ai l'intime conviction que derrière chaque difficulté rencontrée se cache une opportunité de révéler le potentiel insoupçonné qui sommeille en nous. Aussi, je vais essayer de répondre à cette question. Qui suis-je devenu grâce à l'alcoolisme de ma mère et à la politique de l'autruche familiale ? Incroyable comme un mot a le pouvoir de transformer l'énergie, la résonance d'une phrase, de provoquer la bascule d'un point de vue. Qui suis-je devenu grâce et non pas à cause de l'alcoolisme de mon parent. L'entends-tu, cher auditeur, cette nuance subtile ? Perçois-tu l'impact révolutionnaire qu'elle génère ? Je me déleste tout à coup de l'inertie plombante inhérente au statut de victime qui subit une situation, et j'embrasse la légèreté lumineuse de la résilience, qui tel un tremplin me permet de rebondir, de ressortir grandi de mon expérience difficile. Alors comment en suis-je arrivé là ? Je prends le temps de replonger dans mon histoire, de me glisser dans ma peau de petite fille. À l'époque, ce qui m'animait avant tout, c'était le bonheur. J'associais ce mot au fait de me sentir bien dans mon corps, de ne pas avoir de douleur, car ces dernières m'inquiétaient beaucoup, surtout lorsqu'elles touchaient mon ventre. Le bonheur, c'était aussi le fait d'avoir des confettis multicolores qui dansaient dans ma tête. Ils symbolisaient mes envies, mes projets, mon élan. Aussi, du haut de mes 7 ou 8 ans, pour moi, être heureux, c'était ressentir tout ça à la fois. Je me faisais déjà beaucoup de soucis pour ma mère, car j'avais l'impression que dans sa tête à elle, les confettis colorés ressemblaient plutôt à des gravillons sombres et pesants. C'était plus fort que moi, il fallait que je l'aide, car j'étais convaincue que si on n'était pas heureux, on ne pouvait pas vivre. Aujourd'hui, je souris en évoquant cette phrase, car je trouve qu'elle révèle toute l'adorable naïveté inhérente à l'enfance. Personne ne m'avait inculqué cette idée, et pourtant elle était gravée en moi, inscrite en toile de fond de mon fonctionnement et de mon rapport au monde. C'est en grande partie pour cette raison, et aussi bien sûr parce que j'aimais profondément ma maman, que j'ai voulu l'aider à retrouver le bonheur. Mais au cours de mon éprouvante mission sauvetage, les confettis dans ma tête ont commencé à perdre l'éclat de leur couleur. Puis ils sont devenus moins nombreux, et finalement, des gravillons ont fait irruption au sein de mon paysage intérieur. Mon ventre a alors sonné l'alarme. Je n'ai pas eu mon mot à dire, ça s'est imposé à moi. Plus que tout, je voulais vivre. Et comme vivre, c'était être heureux, j'ai fait en sorte de cultiver mes confettis. Instinctivement, j'ai fait de mon bien-être une priorité et j'ai laissé ma mère en tête-à-tête avec l'obscurité de ses gravillons. À travers cette anecdote, je me rends compte à quel point le problème d'alcool de ma mère m'a poussé très tôt dans mon développement à faire face à des questions existentielles et philosophiques sur la vie. D'une part, il m'a amené à éprouver très jeune de l'empathie, et d'autre part, à percevoir, faire l'expérience des limites qui la distinguent de la sympathie. Aider l'autre, oui, mais pas au point de se sacrifier. Ainsi, être enfant d'addict m'a amené à grandir plus vite, à acquérir la maturité me permettant d'essayer de trouver du sens aux étranges phénomènes que j'observais quotidiennement à la maison. Le comportement instable de ma mère, ses nombreux switches, c'est-à-dire l'alternance entre ma douce maman Dumbo et Mr. Hyde. Autrement dit, entre ma mère sobre et cette mère ivre. Mûrir plus vite, pour tenter de comprendre l'envers du décor de la politique de l'autruche familiale. Ce consensus en plein de non-dits, au langage non-verbal ambigu, complexe à décrypter, à comprendre à partir de ma place d'enfant. Il m'a plongé dans une solitude que je qualifierais de sournoise, car elle est invisible. Et oui, d'un point de vue pragmatique, j'étais entouré des membres de ma famille. Mais psychiquement, je me sentais totalement livré à moi-même au sein de notre maison, qui très vite a perdu l'image d'un cocon douillet
pour revêtir celle d'un huis clos angoissant. Cette nuance, ce décalage, il est imperceptible aux yeux des visiteurs, des amis, des personnes de passage. C'est ce qui, en grande partie, a selon moi engendré le caractère toxique de notre système familial. Cette solitude générait en moi une vive tension corporelle et une inquiétude proche du tourment. J'avais conscience d'être une enfant et, à ce titre, de dépendre totalement des adultes de ma famille. Et pourtant, je ressentais l'intime conviction qu'ils n'étaient pas fiables, en tout cas pas tout le temps. Et c'était très insécurisant. Dès lors que le soir arrivait, ou parfois dès l'après-midi les week-ends, le repère structurant et bienveillant que mes parents représentaient à mes yeux se délitait. Une autre forme de switch, effroyablement saisissante, jamais nommée. Durant ces moments, c'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je perdais tout ancrage et je côtoyais une forme de vide infini. Je sentais croître en moi un immense rejet à l'égard de l'attitude que ma famille manifestait vis-à-vis du problème d'alcool de ma mère. Même si je ne comprenais pas tout, je percevais dans mon ventre la froideur de l'indifférence chez certains, l'incohérence et la lâcheté chez d'autres. Ça me révulsait. Je ne pouvais pas le tolérer. Le lien d'amour et de bienveillance qui, selon moi, unit une famille, s'en trouvait violemment entaché. À travers cette faille, j'ai senti que je ne serais probablement jamais capable d'adhérer ni d'entrer dans ce que je nomme le moule familial. Cet état de fait me confrontait à une autre forme de solitude que je nommerais aujourd'hui processus d'émancipation. Bien souvent, ma tête essayait de me convaincre de revenir au sein de ma meute. Elle m'effrayait avec des pensées telles que « Tu ne dois pas faire bande à part, tu as besoin de ta famille. Il faut que tu arrives à penser comme elle. Sans ça, tu seras juste seul. » Mais mon ventre avait toujours le dernier mot. Alors malgré une forte appréhension, j'ai suivi mon intuition. Et symboliquement, j'ai accepté de me démarquer de ma famille, d'être une solitaire. Et c'est ainsi que petit à petit, je me suis adapté. J'ai appris à devenir mon propre sol, ma structure, ma base. Une découverte très précoce du concept d'autonomie. Tout ce que je viens de décrire, je parviens à le mettre en mots aujourd'hui. Mais à l'époque, quand je me retrouvais face à ces ressentis et nombreux mouvements internes, ils prenaient l'aspect d'une densité aux couleurs et aux textures diverses. Je les analysais avant tout à partir d'éprouvés, d'émotions. En d'autres termes, beaucoup plus avec mon corps qu'avec ma tête. Avec le recul dont je dispose, j'y vois une vraie richesse, une immense force, car chaque cellule de mon être s'est trouvée imprégnée de mon vécu. Je le porte en moi, et il a inévitablement influencé grandement ma vie. Être quotidiennement confronté à des ambiances lourdes et teintées de mal-être m'a poussé à très vite me positionner concernant la place que je souhaitais occuper dans le monde. Je me souviens que lorsque j'étais jeune adolescente, je me disais que, mis à part le côté bizarre que je percevais chez ma famille, eh bien cette dernière représentait un intéressant terrain pour analyser les rapports humains. Plus tard, peu avant mon entrée dans l'âge adulte, l'alcoolisme de ma mère et la politique de l'autruche familiale m'ont vraiment aidé à établir les grandes lignes de mes choix de vie. Par exemple, je ne consommerai pas d'alcool ou de drogue. Je veillerai à prendre soin de ma santé somatique et psychique. Je pratiquerai une activité physique régulière. Je ferai en sorte de trouver un mari bienveillant qui accueille ses émotions, qui n'a pas peur de les exprimer. J'aurai une vie en dehors de la famille que je construirai, un espace rien qu'à moi, afin de ne jamais oublier qui je suis. Ça peut paraître cliché dit comme ça, mais la vie conjugale de mes parents était à mes yeux un magnifique contre-exemple. Et c'est une sacrée chance si on y réfléchit bien. Car aujourd'hui, quand je vois la vie que je me suis bâtie, je ressens souvent un profond sentiment de gratitude à l'égard du duo infernal que formaient mon père et ma mère. Sans eux, je ne serais probablement pas autant animé des valeurs visant à l'épanouissement et au bien-être. À travers cette chronique, il me tenait à cœur de porter un message d'espoir, de souligner l'importance de prendre du recul vis-à-vis de nos situations vécues. Voir le verre à moitié plein est selon moi la clé pour accéder non pas à une paix intérieure, mais à un certain équilibre. Redonner la juste place à nos blessures afin qu'elles n'aient plus le pouvoir de plomber notre vivance. Fin de la chronique.